Je remercie les organisatrices, organisateurs de ce colloque d'avoir retenu ma proposition, ainsi que Christine Guerito pour son accompagnement. Je voudrais, avant de commencer, vous faire part de quelque chose avec lequel je vais devoir composer, et du coup vous aussi. Vous avez remarqué qu'avec la diffusion Zoom, les images saccadent. Or, c'est à la fois problématique, mais aussi très bien pour mon film, si je puis dire, parce que il y a des moments saccadés volontairement, figés. Et la question, c'est, j'espère que vous allez pouvoir faire justement la distinction entre ce qui relève du fluide et du flux et de la saccade. J'imagine que oui, mais voilà, finalement, cette chose-là, c'est quelque chose avec laquelle on va devoir faire. Donc, faiseuse d'histoire et aventurière pour son ami écrivain et photographe Hervé Guibert, l'artiste plasticienne Sophie Calle a souvent mis en relation et de diverses manières sa vie, ses expériences personnelles avec celles des autres. En témoigne par exemple Douleur exquise et Prenez soin de vous, des œuvres qui mélangent le texte et la photographie et qui, comme l'indique Juliette Breton, inscrivent ce travail artistique dans une démarche dont le motif relève de l'intime. Je pourrais me risquer à dire que sa démarche est allobiographique si on acceptait l'idée d'élargir le sens littéraire de ce néologisme dont Philippe Lacoue-Labarthe nous laisse une ébauche définitionnelle. Il écrit « L'autobiographie elle-même ne peut pas s'écrire, sinon spéculairement, par personne ou figure interposée, selon ce mouvement qui est peut-être partout à l'œuvre, sous une forme ou sous une autre, et qui fait de toute autobiographie essentiellement une allobiographie, le roman d'un autre, fût-il un double. La démarche artistique de Sophie Calle peut donc considérer l'autre comme un articulateur narratif. S'adressant à elle, Jean Baudrillard écrit d'ailleurs ceci. « Le réseau de l'autre est utilisé comme façon de vous absenter de vous-même. Vous n'existez que dans la trace de l'autre, mais à son insu. En fait, vous suivez votre propre trace, presque à votre insu. » Consignant, performant, ritualisant sa vie, Sophie Calle est, pour Véronique Montémont et Françoise Simonet-Tenant, je cite, une documentaliste de la souffrance. Dans certaines de ses créations, la tentation d'extimité trouve sa pleine expression dans une autopsie artistique de la douleur, à visée thérapeutique, tant elle engage souvent un processus de deuil. Au contact de l'autre, de son histoire, et à la faveur d'une mise en jeu, J-E-U et J-E, autofictionnelle, le moi callien se déplace et se démultiplie entre présence et absence, apparition et disparition, édification et évanouissement. L'intime naît de cette projection de soi et de cette invention de soi, en l'occurrence, et s'agissant de No Sex Last Night, il existe dans le mouvement du regard à la pensée, qui mobilise la voix comme le moyen de leur rapport, ou comme le moyen d'entendre les deux voyageurs à travers les images qu'ils ont produites. Cette communication voudrait questionner la manière dont l'intime d'une relation amoureuse se formule sur les plans visuels et sonores au sein du film No Sex Last Night. Je m'intéresserai à l'espace filmique qui ménage un intervalle, celui de la voix intérieure, positionnant ainsi le spectateur entre les regards et les pensées des deux protagonistes. Partant de cette analyse, il s'agira de pointer les relations entre l'image et le son qui traduisent le différent affectif et l'interprétation fuyante de la réalité, celle de deux existences racontées à la fois au miroir et à l'insu de l'autre. Je vais commencer par un extrait de 2 minutes. Safe in the car. I want to stop only when we have to. I think she agrees with me. There's something about the road we both seem to Le need. dimanche soir, c'était le soir d'Hervé. Il venait chez moi à 7h et je lui servais une soupe de légumes l'hiver et un gazpacho l'été. Les deux seules choses que je sais faire. Je ne dois pas laisser ma mémoire le trahir. Je pourrais garder son numéro de téléphone dans mon carnet, ses photos sur le mur, un de ses livres toujours ouverts sur la table de nuit. Je pourrais porter les colliers africains et les bijoux porte-malheur qu'il m'a donnés. We drove all day, stopping only for dinner in Charleston. By 2 a.m. we arrived at the Mulberry Hotel in Savannah. Lui avec ses shorts et ce machin sur la tête, et moi dans mes caleçons.
On ne peut pas dire qu'on fasse de gros efforts de séduction. Un peu triste, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Je ne sais pas comment ça a commencé. Peut-être m'a-t-il demandé si Charleston m'avait déprimée, et j'ai dû répondre « Non, c'est l'échec qui me déprime ». Il a dit alors que le mot était trop dramatique, que le fait d'être sincère avec moi n'était pas un signe d'échec, et je répliquai que de n'être pas désiré, c'était un échec. Cela aurait pu être une conversation déterminante, mais je me suis endormie. No sex last night. Last night we heard a new noise under the hood. First stop today is a mechanic. Be a long screwdriver, Dawn. On dirait qu'il assiste à l'accouchement de sa femme. Well, that's usually good, Surprise as hell. Have a good day now. Thank you. So? Nice guy. This time it was a power steering mount. We had a nice lunch at Mrs. Wilkes. It's one big family over there. Later, I turned west without thinking about it. We won't go to Miami. No Sex Last Night, également intitulé Double Blind, a été réalisé en format H8 et gonflé en 35 mm pour sa sortie dans les salles françaises en 1996. C'est ce qui explique la qualité du film qui n'a, à ma connaissance, fait l'objet d'aucune édition DVD. Les images ont été tournées et montées à deux par Sophie Calle et par son compagnon de l'époque, Greg Shepard. Ils se rencontrent dans un bar à New York en décembre 1989. Lui, l'ex-marchand d'art, lui prête les clés de son appartement, il réapparaît 2 jours plus tard, et elle repart en France. De retour à Paris et du téléphone, ils envisagent de se revoir et se donnent rendez-vous quelques semaines plus tard, le 20 janvier 1990, à 9h, à l'aéroport d'Orly. Elle l'attend, il ne vient pas. Presque un an plus tard, le 10 janvier 1991, il l'appelle, et comme elle le raconte au début du film, il lui dit « C'est Greg Shepard, je suis à Orly, j'ai 1 an de retard, voulez-vous me voir ?» Elle accepte, ajoutant qu'il a su comment lui parler. Après 1 an de vie commune, il s'engage dans ce voyage et ce projet de film sans savoir ce qui, dans les 2 cas, découlera. Le 3 janvier 1992, il quitte la côte Est à bord du Cadillac et démarre ce road trip à travers les États-Unis, de New York à San Francisco, en passant par Las Vegas. Sophie Calle a retracé la jeunesse particulière de ce road movie. À l'heure du départ, nos relations s'étaient dégradées de telle manière qu'on ne se parlait plus du tout. Moi, je rêvais quand même de faire ce voyage, de traverser l'Amérique. Il fallait que j'aille en Californie. Je savais qu'il rêvait de faire du cinéma. Je me suis dit que si je lui proposais de faire un film, il me suivrait peut-être en Californie. De notre manque de dialogue est venue l'idée du film. Sophie Calle, que j'ai mise en avant plus que Greg Shepard, a eu l'idée du voyage, du film, et c'est elle, lors du montage, qui a nourri la dimension autofictionnelle du récit, en l'orientant vers la répétition du constat de Nuit sans amour, en imposant l'horizon du mariage à Las Vegas et en donnant une véritable place à la voiture, dont les ennuis mécaniques en cascade transforment le parcours en aventure. Pour tendre son piège d'amour, c'est là son expression, Sophie Calle propose 2 caméras, ce qui permit à Greg Shepard de prendre pleinement part au film et par conséquent au voyage. Celui-ci dura 3 semaines et offrit 60 heures de rush. Le montage dura 9 mois et permit de combiner les 2 points de vue en croisant les images et les sons des 2 journaux filmés pour aboutir à un film-journal à valeur autofictionnelle. Aussi, si Greg Shepard veut réaliser un film, Sophie Calle veut se marier. Mis en avant par le travail du montage, ce projet de mariage est, avec la question de la sexualité, le point de tension narratif de cette relation sentimentale. Il devient, au fil du voyage, l'horizon du récit, au point où Greg Shepard confie en avoir accepté l'idée pour apporter la tension dramatique qu'il estimait nécessaire à leur film. Et pour être complet sur ce point, Sophie Calle expliqua que cette expérience lui permit de faire le deuil de cette histoire, et avec elle, celui du mariage. Je la cite, ce film m'a permis de régler mon problème de mariage, il m'a épuisé, déprimé, je ne suis pas prête à recommencer, même si maintenant je peux regarder le film, ce que je n'ai pas pu faire pendant des mois. Décider de filmer l'un et l'autre cette traversée en voiture, c'est décider de se filmer l'un l'autre. Le regard porté sur l'autre n'est rien sans le regard de l'autre sur soi. Le soin intime de chaque filmeur est éprouvé par le processus d'une réciprocité, une forme d'extimité symétrique. Le dispositif découple le point de vue. La pratique du filmage correspond donc à la réalité de la situation sentimentale que vivent les 2 protagonistes. Ils réalisent un film ensemble mais séparément.
Au montage, ils restituent cette expérience et interprètent séparément mais ensemble ce qu'ils ont vécu, tout en assumant, non sans une certaine malice, la différence de leur point de vue subjectif. Ensemble, ils sont seuls, communiquant relativement peu, du moins au sujet de l'état de leur relation, au sujet de ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Le seul et vrai moment d'échange sur ce qu'ils vivent est celui où ils se filment l'un et l'autre dans la voiture. Ce dispositif qui croise et équilibre marque l'idée d'une communication franche, bien que médiatisée par leurs appareils respectifs. Sinon, l'absence de dialogue direct se fait d'autant plus forte que la configuration du tournage donne le sentiment d'une grande proximité. Caméra en main, ils se filment, ils s'épient, ils se surprennent, ils sont ensemble, côte à côte, face à face, et pourtant ils sont comme hors de leur histoire commune, ce que met en évidence l'usage de la voix, en particulier de la voix off. 3 types de voix peuplent le film. Je note les voix in, qui participent au paysage sonore dans lequel évoluent Sophie Calle et Greg Shepard. Ce sont celles des gens qu'ils rencontrent sans que ne soit vraiment impliqué le spectateur. Je relève également les voix in des 2 filmeurs qui s'expriment sur des questions pratiques en lien avec leur aventure ou sur des sujets divers. Ils se livrent l'un à l'autre à travers la 3e voix, une voix off que je qualifie d'intérieur et qui fait le double jeu, J-E-J-E-U, distant du récit. Le territoire de cette voix intérieure est complexe tant il se compose de nombreuses configurations qui mettent en interaction l'image et le son. Cette voix-jeu s'attache 1. À décrire certaines situations liées au voyage. 2. À expliquer certains événements souvent liés aux caprices mécaniques de la voiture. 3. À commenter ce qui est vécu en lien avec l'autre. 4. À analyser ce qui est vécu, ce qui a été vécu, parfois sans l'autre. C'est dans ce dernier cas qu'un léger effet de réverbération fait son apparition, soulignant ainsi le régime introspectif dont se nourrit l'image. Dans les 2 derniers cas, ceux du commentaire et de l'analyse, entendre l'image, c'est avoir accès aux pensées du filmeur et du filmé selon la scène. S'agissant de Sophie Calle, cette voix qui pense est facilement identifiable car elle est formulée en langue française alors qu'elle communique en anglais avec Greg Shepard. Au début du film d'ailleurs, l'une des rares fois où elle parle en français en filmant, lui ne la comprend pas et il lui fait savoir. Elle dit alors qu'elle s'adresse à la caméra, donc à elle-même. Pour le dire autrement, elle pense à voix haute. Le trajet du regard à la pensée trouve souvent une origine dans la solitude concrétisée par une divagation que l'image nous fait entendre en diverses situations. Par exemple, les nombreuses images de nuit prises depuis la voiture en train de rouler favorisent le retrait. Elles nous font finalement entendre l'intériorité d'une réflexion existentielle qui peut déborder le contexte du voyage. Vous avez eu un exemple tout à l'heure. Souvent, on accorde cette voix à celui ou celle qui filme, car entendre l'image est alors indissociable du point de vue subjectif attribué au sujet qui s'exprime. Mais l'inverse se produit aussi, à savoir que la pensée portée par la voix intérieure est attachée à celui ou celle qui est à l'image et donc filmée par l'autre. L'exemple le plus marquant est celui qui positionne Sophie Calle comme commentatrice du plan que Greg Shepard réalise d'elle. Ce n'est même pas moi qui le filme, c'est sa voiture, pense-t-elle. Elle ou sa voiture. Ce que confirme le geste de montage suivant qui met en évidence le véhicule. Dans cet exemple, Sophie Calle se revoit comme une autre. L'autre, c'est elle-même, celle qu'elle fut, et qui est regardée de manière rétrospective à travers un acte narratif réalisé au présent du récit verbal, donc du montage. Idem pour Greg Shepard, souhaitant faire parler et donc penser l'image. Il colle sa voix sur le plan qu'elle est en train de réaliser de lui au volant. Dans les 2 cas, l'image de la pensée est aussi une pensée sur la fabrication de cette image, car chacun des 2 routards interprète le regard que porte l'autre sur lui, à travers un commentaire dont les termes traduisent leur relation contrariée. C'est donc le sens de cette voix, son propos, sa tonalité, qui oriente celui de l'image, une image que le spectateur regarde à partir d'une voix intérieure qui la fait parler. Entendre l'image, c'est accéder aux regards intérieurs des 2 voyageurs. I'm talking to her and she says nothing. I don't even know if she's listening at this point. I never know if her silence is sincere or if there's some tactic involved. It's hard, she pisses me off with her opinions, even if I agree with them. I'm getting tired of listening to her French and her camera. Say what you're thinking, you say what you want to say.
2578. No sex last night. She still thinks I'm writing to Kate. Accélérer, ralentir, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour qu'il cesse d'écrire? Je devrais lui parler de son script, ça met toujours de bon humeur. Quand est-ce que j'amène la conversation sur Las Vegas? Ces commentaires distincts, sentiments, analyses, souvenirs lointains, digressions, ne sont pas des confidences livrées sur le moment. Et ils touchent à divers sujets, comme l'amour, l'amitié, l'argent, le mariage, la séduction, leur sexualité respective, évoquée à travers expériences et fantasmes. En on-off, ces propos qui connectent et déconnectent les deux aventuriers mettent en jeu à la fois leur regard, que l'un porte sur l'autre, le regard au sens propre, et leur pensée sur leur situation vécue, le regard au sens figuré. Ces monologues intérieurs prennent plus ou moins à partie le spectateur, le positionnant, quoi qu'il en soit, comme un témoin privilégié, et en même temps dans une situation paradoxale, car la réalité est doublement et parallèlement interprétée au montage, en double aveugle. Aussi, s'ils ne se disent rien en face, ils le font à distance, lors du montage, grâce à la voix qui donne une nouvelle dimension à l'image, d'autant que le son direct est généralement peu audible. Parfois, leurs pensées se rejoignent, par exemple le deuxième jour du voyage, sur l'image d'un long tunnel. Greg Shepard évoque son père et le fait qu'il ne souhaite pas aller le voir à Miami. Sophie Calle lui demande alors à quoi il pense, ce à quoi il répond « nothing », à rien. Même au prisme de leurs pensées, ils peinent à communiquer. Parfois, leurs pensées communient, une fois leurs voix se superposent avant le mariage. C'est sûrement mieux ainsi, et prononcé dans les deux langues, et accompagne la décision de Greg Shepard qui décline la demande en mariage. Une autre fois, après la cérémonie qui a finalement eu lieu, et après avoir dit au revoir à Las Vegas, le « Never Forget You » est prononcé en deux temps et dans une seule langue, l'anglais. Cette complicité se fait entendre sur un plan lointain de la ville plongée dans la nuit, qu'ils semblent alors regarder tous les deux en même temps. Ce que l'image fait entendre, c'est alors une seule et même pensée, résultat d'une fragile conjugaison. Si les voix de la rencontre, le film d'Alain Cavalier, convergent et s'harmonisent, celles de No Sex Last Night divergent et s'autonomisent la plupart du temps. La singularité de la narration tient donc au fait que la plupart du temps, Sophie Calle et Greg Shepard gardent pour eux leurs analyses, les fabriquent après coup, les partagent à distance, au montage, une phrase après l'autre, l'une chassant l'autre par des choix de mixage, qui traduisent ainsi la nature de leur relation. L'intime naît dans et de ce rapport qui installe les protagonistes et le spectateur au sein d'un espace visuel et sonore contrarié. La dialectique qui met en jeu le temps des images et celui des commentaires, le proche et le lointain, la présence et l'absence, le contact direct et le lien interposé, rend compte de la complexité de la situation éprouvée par Sophie Calle et son compagnon. L'autofiction se fabrique à ce moment-là, dans la reconfiguration du réel, dans la mise en forme interprétative qu'opère le montage à l'égard des images tournées. Sophie Calle confia à ce titre, je la cite, que la règle du jeu était venue après le tournage. Ce qui est transcrit oralement en voix off provient d'un autre temps, qui est celui du montage et de l'autofiction. Pour le dire avec Serge Toubrowski, dans ce film, la matière est réelle, c'est celui des deux journaux filmés, le filmage, et la manière fictionnelle, c'est celle qui permet la création de ce film-journal, le montage et l'importance de la voix off, et comme je l'ai rappelé, fabriquant l'autofiction. Avec la voiture, 10 arrêts au garage, le lit devient particulièrement important. La plupart du temps d'effet, il est mis en valeur par un leitmotiv, le fameux No Sex Last Night, qui donne son titre au film, et qui n'est prononcé que par Sophie Calle, ce qui renforce sa place énonciative au sein du film. Je note 15 occurrences du lit, du No Sex Last Night, enfin 15 occurrences dont une est une variation, No Sex Boss Night, et 5 contractions No. Sophie Calle déclare autour du film le choix d'un moment, la mise en scène d'un souvenir, tourner une phrase dans une interview, le mieux possible, cela devient de la fiction pour moi. En l'occurrence, le récit de son histoire s'articule autour de cette mise en relief sonore qui nous fait entendre cette image muette, celle matricielle qui se répète tout au long du voyage, qui dit la nuit passée sans sensualité et révèle au fil de la mythographie d'un intime
et qui révèle au fil du film la mythographie d'un intime que Magali Nachtergueul a su définir de fort belle manière. Greg left early for his Sunday visit to the garage. No. Breakfast in El Reno. Nous avons trouvé un restaurant avec vue sur le garage. $500, 3 hours. How am I going to tell her? What is he going to tell me first? We'll sell the car as soon as we get to California. How much? I don't even know if we have enough. That's the problem. How long? Cet enculé, la seule chose qu'il avait à faire avant le départ, c'était de vérifier la She's voiture. taking it better than I thought. Pancakes, Kelly. Let me put them in the microwave. Would you mind? Mine. How about your eggs? And the joke cost $700 for a new transmission and lasted 14 hours between garage, restaurant, garage, restaurant, garage, restaurant, garage. Brian! You gonna send me some of that? Cette mise en intrigue sonore est indissociable du travail effectué au montage sur le flux des images. Sophie Calle a souligné que son compagnon de route et elle ne pouvaient se parler que lorsqu'ils étaient dans la Cadillac. Je la cite, « Nous étions vivants dans la voiture, figés à l'extérieur en quelque sorte ». Ce constat a provoqué l'idée de figer au montage les images de toutes les scènes qui ne furent pas filmées dans ou depuis la voiture. Cette fixité isole les êtres et qui sont donc frozen in motion. Accompagnés du souvenir de la jetée de Chris Marker, Sophie Calle et Greg Shepard ont donc pris la décision de faire correspondre un choix technique et esthétique à la réalité de leur situation. Ce figement, mais aussi le montage d'images issues d'un même plan ou d'une même scène, ainsi que le mode saccadé que leur succession provoque, neutralisent le mouvement des êtres. Ces derniers sont extraits de la vie environnante, impression amplifiée par le fait que le son d'ambiance est conservé. Sophie Calle et Greg Shepard s'inscrivent dans une sorte de voyage immobile parce que le monde reste vivant, mouvementé, animé comme le désigne le son qui joue sa propre partition. Dans le magma sonore qui constitue l'ambiance des lieux visités, le spectateur est ainsi amené à entendre les images de manière très particulière, positionné entre ce qu'il capture, les sons in, ce qu'il écoute, les voix off, et entre ce qu'il écoute, ce qu'il voit et ce qu'il ne peut voir. Au milieu des bruits, des crépitements, des bourdonnements, du brouhaha, il tente d'attraper les mots qui virevoltent, qui raccordent de temps en temps, avec les gestes et les expressions figées qui composent les images arrêtées. Aussi, la manière dont Sophie Calle et Greg Shepard décident de nous faire entendre les images qu'ils investissent au montage témoigne de leur place dans l'espace, de leur désunion, mais également de leur rapport détaché aux autres, c'est-à-dire de ce qui les entoure. Par exemple, face à la responsable du bar où ils se font une pause, le mot Picasso surgit à plusieurs reprises comme un précipité sonore qui confirme ce que nous dit l'image s'agissant de ce personnage volubile et original. À l'hôtel, Greg Shepard, face à lui-même et à travers le regard de Sophie Calle, explique qu'ils ont dû rester enfermés à cause de la pluie. Une pluie invisible, certes, mais surtout inaudible, qui devient donc un hors-champ, une autre dimension fictionnelle, une absence dont l'image se nourrit aussi et qui amplifie le sentiment du huis clos, d'une vie hors du monde. Enfin, dans une chambre, je passe le troisième exemple, Sophie Calle filme Greg Shepard pleurer lors d'une conversation téléphonique avec John Newman, l'inventeur du moteur magnétique. Elle se moque de lui en voix off, et quelques gémissements se font entendre, permettant donc de confirmer le sens de cette image peu visible d'un homme figé et accablé sur son lit. Ces quelques exemples démontrent qu'en confrontant subtilement l'image, mobile et immobile, au son, voix, musique, bruit d'ambiance, le montage formalise la nature d'une relation affective en déliquescence. Les deux amants finissent par se marier dans un drive-up wedding window de la route 604 de Los Angeles, dans la voiture évidemment, et dans la ville de la fiction par excellence. Aucun des deux ne tient la caméra. Dans la scène où ils échangent leurs vœux, ils sont tous les deux ensemble dans le cadre. Dans ces plans qui scellent les retrouvailles, ils ne se filment plus l'un l'autre. Les voix off disparaissent. 9 mois plus tard, elles reviennent, car ils se séparent, et logiquement le film témoigne de cette issue. Chacun apporte sa conclusion en voix off et au montage, évidemment, l'un après l'autre. Aussi, si la fin de cette histoire d'amour a accompagné l'aventure du film, l'inverse est donc vrai aussi.
En conclusion, je dirais que No Sex Last Night est l'exemple cinématographique singulier de ce processus créatif qui redimensionne l'espace octorial en qualifiant l'expression du jeu, JE, au prisme de l'autre. Le double journal filmé devient un film-journal croisé, dont la construction est motivée par l'absence de communication directe, par une solitude que Sophie Calle et Greg Shepard ont souhaité partager lors du montage. La voix est le point de jonction entre l'intériorité et l'extériorité, car comme le note Pierre Zawi, il faut un dehors pour que l'intime puisse surgir comme expérience de la séparation et expérience du dedans. D'un point énonciatif à l'autre, le spectateur est confronté à ces situations où s'accordent et se désaccordent les images et les sons, soit les corps et les pensées, les lieux et les regards, les intérieurs et les extérieurs, physiques comme psychiques. En ce sens, l'espace visuel et sonore, plus que le lit ou la voiture, devient le territoire intime de leur fiction. De l'action documentaire au réactif fictionnel, j'emprunte la formule à François Ninet, No Sex Last Night façonne une perception sonore des images qui œuvre au récit d'une histoire d'amour et de ses faux semblants. Merci.